plus de kilomètres parcourus, jusqu'à maintenant, ça s'accompagne de plus de pollution, plus d'émissions de CO2. Notre société est devenue hyper mobile. Gagner du temps, on est dans une course. Le temps, oui, c'est de l'argent. Et on est de plus en plus dépendant de nos modes de transport. On parle beaucoup de mobilité contrainte, choisie, subie. Les individus, ils n'ont pas tant le choix que ça. Est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de se déplacer? Qu'on ralentisse? Qu'on fasse moins de kilomètres? Pour réduire les émissions liées au transport, on multiplie normes, lois, réglementations qui ne font pas toujours l'unanimité. Il peut y avoir le malus au poids ou il pourrait y avoir des choses sur la vitesse. Moi, je pense qu'une piste à étudier, c'est celle d'un rationnement. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Certains auront peut-être reconnu la citation, elle est extraite du manifeste du futurisme qui a été publié en 1909. Mais du futurisme à l'accélérationnisme, la modernité a-t-elle lié un pacte faustien avec la vitesse? Avons-nous vendu notre âme contre la garantie d'une vie intense? Souhaitons-nous augmenter la rapidité de nos transports et polluer toujours plus pour gagner plus? Ou au contraire, devons-nous décélérer? C'est sur ce besoin de vitesse et ses effets délétères que portera ce nouveau numéro de Libre-Échange. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Pour commencer, je vais faire appel aux compétences du logisticien et du spécialiste de transport. J'ai le sentiment et la perception que nous voyageons toujours davantage. Est-ce que c'est réel? Alors, sur une longue tendance, on a une source qui nous vient du Centre du transport durable du Canada et qui nous dit ceci. On a augmenté les distances parcourues, on les a multipliées par 3 entre 1850 et 2000. Donc on est passé grosso modo de 1500 km par an et par habitant à 4500 km par an et par habitant. Bon, on a une autre source qui nous vient de certains travaux d'Yves Crozet notamment, qui porte quasi exclusivement sur cette fois les Américains, et on est entre cette fois 1880 et 2000. Et là, on a un chiffre qui est un peu plus important, la mobilité des Américains dans cette période a été multipliée par 20. Ouais. C'est assez impressionnant, il y a une vraie différence, mais la tendance générale est liée à une augmentation de nos déplacements. Absolument. Comment on l'explique? Alors, il y a évidemment plusieurs variables qui rentrent en compte. La première est assez évidente. On va effectuer plus de distances parcourues parce qu'on va utiliser des modes plus rapides. On a accès à des modes plus rapides. Donc, on marchait beaucoup. Ensuite, le cheval vient accélérer le rythme. Puis, voiture attelée, voiture à moteur, train à grande vitesse. Et enfin, avion. Donc ça, c'est très classique. Ce qui est un peu plus intéressant là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des modes plus rapides s'il n'y a pas d'intervention publique ou d'intervention royale, pour l'époque devrait-on dire. Donc quand on passe par exemple de la marche au cheval, encore faut-il que les routes ne soient pas complètement embourbées, inondées, que les dénivelés ne soient pas délirants, ou qu'il n'y ait pas plein de piétons par exemple qui vous limitent dans vos trajets ou qui vous ralentissent encore et encore. D'où la création des trottoirs à partir de 1780. Alors quand vous passez sur des modes par exemple ferroviaires, je rappelle que la première ligne de train en France, c'est Paris-Saint-Germain-en-Laye. Hein. Il faut aussi une intervention politique. Et enfin, pour rouler de plus en plus vite sur des routes ou des autoroutes, donc on a un développement des autoroutes en France à partir de 1960, il faut aussi et encore une puissance publique qui intervient. Ouais, là on voit l'intervention politique et le centralisme politique. J'imagine qu'il y a d'autres facteurs qui vont contribuer à l'accélération de nos déplacements. Alors bien sûr, un facteur qui est aussi quasi intuitif, c'est le facteur économique. Il y a dans un premier temps une baisse des coûts des transports. Alors c'est très connu sur le mode ferroviaire. Bon, c'est un exemple qui est vraiment un exemple classique dans les ouvrages. Et c'est aussi connu sur le mode maritime et aérien. Alors le mode maritime aérien, donc les deux modes les plus internationaux, à partir de 1950, vous avez une grande diminution, notamment de 50% pour le mode maritime. Donc évidemment, ça nous permet de franchir, encore une fois, plus de distance. À côté de ce coût des transports qui va diminuer, il y a aussi, dans le même temps, donc sur la même période, le PIB par habitant qui va augmenter. Donc, ce qui fait que, si vous prenez ces deux tendances-là, deux tendances économiques-là, vous avez une baisse des coûts des transports relativement à ce que vous gagnez. Donc évidemment, ça favorise aussi plus de voyages. Est-ce que cette augmentation et cette accélération des modes de transport va aussi contribuer à une accélération de la vitesse? Alors,
Je vais devoir schématiser. Jusqu'au XVIIIe siècle environ, c'est la marche qui va dominer. À partir du XVIIIe siècle, la traction animale, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, va permettre une première accélération des déplacements. Ça nous paraît peut-être pas grand-chose, mais on est autour des vitesses moyennes autour des 9 km/h. Ce qui, encore une fois, paraît un peu dérisoire aujourd'hui, mais pour un trajet qui est souvent cité dans les ouvrages comme un Paris-Bordeaux, vous gagnez plusieurs jours en réalité. Ensuite, on a fin 19e, on va se développer des trajets et des transports de plus en plus individuels. Début 20e, évidemment, le développement de la voiture, et notamment d'abord la voiture électrique. Après la Seconde Guerre mondiale, on va voir se développer évidemment la voiture individuelle, puis le développement du train, notamment du train grande vitesse à partir de 1981 en France, avec notre fameux TGV, et aussi les trajets intérieurs en avion en réaction. Et puis, depuis les années 90, c'est encore une fois le mode aérien qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, notamment pour des trajets internationaux. Donc il y a un chiffre, Olivier, qui revient souvent, c'est qu'aujourd'hui, on se déplacerait en moyenne, c'est une moyenne évidemment, 60 km par jour. Avant la motorisation, c'était autour des 4 km par jour. Ouais, c'est assez impressionnant. Sur les deux précédentes questions, vous avez indiqué et pris comme référence des temps longs. Si on regarde la période récente, est-ce qu'on constate une accélération accrue ? Alors, ça paraît extrêmement simple comme question, mais je vais devoir vous donner une idée de la difficulté auxquelles font face les chercheurs. Je vais me concentrer sur des modes connus pour ne pas être trop long, mais prenons la route et prenons la voiture individuelle. Vous devez à minima, pour répondre à votre question, distinguer les déplacements en zone rurale, en zone urbaine, sur autoroute. Vous devez aussi ajouter au minimum la congestion, les effets de stop and go, etc. Bon, si on prend des modes très connus comme le train, le mode ferroviaire ou le mode aérien, vous ajoutez à cela des retards possibles, un nombre d'étapes ou un nombre d'arrêts envisageables. Vous ajoutez à ça aussi des temps de retard, des temps d'accès, par exemple à un aéroport, des temps de préparation pour préparer votre vol, etc. etc. Et si, pour ne pas être trop long encore une fois, vous pensez aux trajets multimodaux, alors là, vous augmentez encore et vous multipliez encore le niveau de difficulté que je viens de citer, en réalité. Pour arriver dans ce studio, j'ai dû prendre ce matin ma voiture, puis un métro, puis un TGV, puis deux métros parisiens, et je suis ici. Donc je comprends bien qu'à la vitesse pure, il faut quand même ajouter un certain nombre de tempéraments qui sont liés à la congestion, au transport intermodal, etc., qui va avoir une influence. Mais une fois ces paramètres pris en compte, est-ce qu'on peut se dire qu'on a accéléré ? Alors, on dispose de différents types d'enquêtes. Je vais commencer par l'une des plus complètes, c'est l'enquête nationale transport-déplacement. Alors, elle a un petit défaut, c'est qu'elle porte que sur des trajets des déplacements qui sont locaux, et elle a lieu une fois tous les 10 ans. Donc, on a démarré en 1966-67 et elle s'est arrêtée en 2006-2007. D'accord ? On y apprend quand même beaucoup de choses et puis certaines tendances. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres pour le moment, mais la vitesse moyenne est passée en 1982 de 19 km/h à 10 ans plus tard 25 km/h. Donc, on est autour des années 94-95 pour arriver vers 2007-2008 à 26,5 km/h. Donc, il y a véritablement une accélération, nous dit cette première enquête. Olivier, on peut utiliser une autre enquête qui est plus récente. Je pense à une enquête de 2020 d'Aurélien Bigot notamment, qui porte pas simplement sur des trajets courts, mais qui intègre aussi des trajets longs. Et cette enquête nous dit qu'on serait autour des 48,2 km/h. On peut utiliser une dernière enquête. Alors, c'est l'enquête Forum Vie Mobile, qui est aussi de 2020. Là, ce n'est pas le chiffre tant qui m'intéresse, c'est l'une des conclusions de ce rapport, qui est en ligne, qui est gratuit, qui est disponible, bien entendu, et qui nous dit ceci, je vous le lis. Accéder à une plus grande vitesse ne réduit pas le temps passé à se déplacer, mais permet de couvrir un territoire plus grand. Ah, j'aime beaucoup l'idée. On n'est pas dans une recherche, ou du moins dans un gain de temps, c'est pas le temps gagné, mais on serait dans une contraction de l'espace. Ça rejoint tout à fait le travail de Paul Virilio, le sociologue et urbaniste. Alors oui, c'est une des conclusions d'une célèbre conjecture, la conjecture de Zahavi, Z-A-H-A-V-I, qui est très connue dans la littérature sur la mobilité des voyageurs. Le fait d'aller plus vite vous fait voyager un peu plus loin, donc un peu plus longtemps. C'est tout à fait normal, puisque par rapport à il y a 100 ans, le kilomètre-heure a augmenté, d'accord, entre un point A et un point B, mais par rapport à il y a 100 ans, votre point B s'est considérablement éloigné puisqu'il vous paraît plus accessible.
Donc, c'est une tendance qui se vérifie, qui est très connue, et on nous dit souvent que la hausse des vitesses est en fait absorbée par la hausse des distances. Il y a d'ailleurs un célèbre article de Jean-Pierre Dupuy qui s'appelle « À la recherche du temps gagné ». Alors, on n'arrête pas de citer des noms. Là, on pense forcément à Proust, à la référence à Proust. Je pense aussi au sociologue Hartmut Rosa, qui est un spécialiste de la question de la vitesse, qui dit que la technologie nous fait gagner du temps et que ce temps est immédiatement dépensé, gâché. Il parle de garbage time parce que le temps gagné est dépensé autrement et perdu autrement. Peut-être qu'il est temps de se concentrer sur nos déplacements, sur le sens de nos déplacements. Est-ce qu'on met dedans? Comment on se déplace concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais reprendre l'enquête que j'ai citée précédemment, donc l'enquête Forum Vie Mobile, toujours en 2020, et qui nous permet de connaître les causes, les déterminants de nos déplacements. Alors, ça va être sans surprise, on se déplace principalement pour travailler, à 41%. Ensuite viennent les activités de loisirs, à 25%. Puis après, les activités liées aux relations sociales, à 17%. Les activités qu'on appelle vitales, à 13%. Et loin derrière, les activités d'accompagnement, à 4%. Bon. Là, on est dans une moyenne, hein, mais j'imagine que ce n'est pas la même chose pour tous les Français. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. On fait comme si les Français se déplaçaient toutes et tous de la même manière. Or, ce n'est absolument pas le cas. On sait bien que, en fonction de vos conditions de vie, vos types de déplacements vont fortement varier. Donc, la vitesse n'est pas une notion qui doit être appréhendée comme uniforme. Ouais, on pourrait pasticher Einstein et dire que la vitesse est relative. Alors, si vous parlez uniquement de vitesse physique, donc de vitesse entre un point A et un point B, on a des choses intéressantes, mais qui ne suffisent pas. Il faut peut-être aller vers d'autres notions, notamment la notion de vitesse économique et la notion de vitesse généralisée. Et commençons par la vitesse économique, la première notion. Donc, c'est la distance que vous pouvez acheter par heure de travail. Donc, dit autrement, c'est le temps de travail nécessaire, donc en nombre d'heures par exemple, pour payer votre billet d'avion ou votre billet de train. D'accord ? La vitesse généralisée, qui est une notion qui a été inventée par Ivan Illich, c'est le temps passé à travailler donc pour payer ce billet, donc cette vitesse économique, auquel vous additionnez le temps passé dans les transports. Là, le cumul de vitesse économique, vitesse généralisée et vitesse scientifique, je suis perplexe. Non, vous êtes perdu. Ok, alors, admettons que vous achetiez une voiture. Okay. Pour acheter cette voiture, vous avez eu besoin de travailler un certain nombre d'heures. Si vous en restez simplement à j'utilise ma voiture entre un point A et un point B et je calcule ma vitesse moyenne, c'est une indication. Mais vous pouvez vous en servir, ça peut être intéressant comme tendance, on peut en dire des choses intéressantes. Mais si vous ajoutez le temps passé pour travailler, et si vous admettez qu'on n'a pas tous le même travail, les mêmes revenus, que certains vont passer beaucoup plus de temps à travailler pour une même vitesse V, certains vont devoir travailler, ou travaillent beaucoup moins pour accéder à cette même vitesse V. Oui, ma rémunération n'étant pas la même que celle de mon voisin, pour acheter la même Peugeot, le temps de travail ne sera pas le même. Exactement. Il avait été question, Thomas, dans le précédent épisode de Libre-Échange d'Elon Musk et des riches et des super riches. Vous y faites allusion à nouveau, mais peut-être pour un angle différent quant à la lenteur ou à la vitesse, puisqu'il est question du statut social et des inégalités face au temps et face à la vitesse de nos déplacements. Est-ce qu'il y a vraiment une façon d'évaluer nos déplacements en fonction de notre statut social? Alors, je peux donner encore une fois quelques tendances sur les enquêtes que j'ai eu la chance de parcourir. Alors, commençons par du basique. Prenons les revenus. D'accord. Plus vos revenus sont élevés, plus le temps de déplacement est important et plus vous allez loin. Donc si je compare quelqu'un qui a un revenu net par mois de plus de 2500 € à quelqu'un qui a un revenu inférieur à 1000 € net, les plus riches se déplacent 2 heures de plus. Et fait plus intéressant encore, les plus riches se déplacent plus vite, en moyenne de 9 km/h. D'accord ? Donc le revenu, c'est vraiment un basique pour discriminer la façon dont on se déplace. Il y a aussi le diplôme, bien entendu. Plus on est diplômé, plus on va se déplacer. Donc en moyenne 2 heures de plus par semaine. Plus on va loin, 100 km de plus, et plus on va vite. Et ici, je précise quand même que les écarts se font entre des individus qui n'ont pas le bac, avec des individus qui ont le bac, peu importe le degré. D'accord ? Et enfin, vous pouvez prendre en compte aussi la classe sociale, ou la CSP. Par exemple, la fréquence des déplacements d'un ouvrier n'est pas du tout la même avec la fréquence des déplacements d'un cadre.
Alors Olivier, ça s'explique par le fait que le cadre a plus de liberté et de flexibilité pour organiser son travail, ses déplacements, alors que l'ouvrier, lui, c'est ce que nous disent les études, est un peu plus contraint. Alors il reste un autre facteur après les revenus, après les diplômes et après la catégorie sociale, c'est le territoire, le lieu où vous vivez. Ouais. Si vous vivez dans une zone dense et très dense, on aurait pu croire que l'accès à l'emploi, aux loisirs, aux relations sociales, etc., est plus rapide. Eh bien, non, c'est tout le contraire. Et ça s'explique par le fait que quand on vit dans une zone dense ou très dense, l'accès à des infrastructures rapides est beaucoup plus élevé. Donc, vous avez tendance à plus vous déplacer. D'accord. Alors, je précise une chose importante, c'est que ce que je viens de dire n'est pas valable en Île-de-France. En Île-de-France, vous faites beaucoup moins de kilomètres, mais en plus de temps, tout simplement parce que votre vitesse en moyenne est inférieure, donc de 5 à 15 km/h de moins. Et un francilien va passer en moyenne 50 minutes par jour dans les transports, alors que le français moyen, hors de cette zone, va lui passer moins de 40 minutes dans les transports. On en revient à la congestion, au changement de transport, etc. Absolument. Ouais. Là, on est en train de parler de déplacements dans des périmètres qui sont assez restreints, qui sont des périmètres du quotidien. Ce sont finalement les privilégiés qui passent le plus de temps, et c'est complètement contre-intuitif, dans les transports et dans les déplacements. Oui, absolument. Ça peut paraître surprenant d'ailleurs, mais plus vous êtes privilégié, plus vous voyagez, mais plus intéressant encore, ça ne se fait pas au détriment des autres activités. Je peux l'expliquer en précisant 2 points. Les 2 heures de déplacement supplémentaires que vous faites quand vous êtes plus aisé par semaine sont consacrées bien sûr au travail, mais aussi aux loisirs et aux relations sociales. Et vous vous déplacez moins quand vous êtes riche pour des activités dites contraignantes. D'accord ? En fait, il n'y a pas de concurrence entre les temps de déplacement et les temps de loisirs ou les temps réservés aux relations sociales. Ça paraît totalement contre-intuitif et pour moi, c'est vraiment très intéressant. Les temps de transport supplémentaires ne cannibalisent pas les autres activités. Plus on en fait, plus on a de temps. Exactement. On a regardé, Thomas, les disparités en termes de revenus, en termes de diplômes, en termes de territoire. Si on regarde à l'intérieur du couple, est-ce qu'il existe des disparités aussi ? Alors, sur l'aspect famille, plus votre conjoint se déplace, plus vous vous déplacez également. Alors, précisons tout de suite que ce n'est pas dû à une parité homme-femme parfaite. Un homme va se déplacer beaucoup plus qu'une femme. Ouais. On est sur des chiffres impressionnants. C'est une centaine de kilomètres et plus de 2 heures de plus par semaine. D'accord ? Et une femme va notamment avoir beaucoup plus d'activités d'accompagnement et d'activités dites contraintes. Ouais. 3e point, un peu plus différent, mais toujours sur le couple quand même, ou l'échec du couple, le taux de divorcialité est plus important chez les grands voyageurs. Oui, alors l'association va peut-être paraître un peu tirée par les cheveux, mais on pense quand même à la question du déplacement, de la mobilité et la question du bien-être, du bonheur. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces 2 questions ? Olivier, je vais essayer de restreindre un petit peu votre question en insistant sur le lien sédentarité et santé. Parce que quand on se déplace plus, quand on prend plus les transports, on le fait généralement assis. Oui. D'accord ? La sédentarité, on le sait, joue sur votre espérance de vie, notamment votre espérance de vie en bonne santé. Alors pour mémoire, l'espérance de vie en bonne santé, c'est le nombre d'années que vous pouvez vivre sans souffrir d'incapacité. Alors si je prends les chiffres cette fois de l'ONAPS, O-N-A-P-S, pour Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité, rester assis plus de 3 heures par jour, tenez-vous bien, serait responsable de près de 4% des décès. Donc, c'est très impressionnant. Alors bien sûr, tout n'est pas dû au déplacement. Être sédentaire, c'est rester 7 heures au minimum par jour assis. Donc ce n'est pas simplement dû à votre transport, mais quand même, plus vous accumulez d'heures de transport et plus votre risque de sédentarité est élevé. Alors Olivier, c'est moins gai évidemment, mais je ne peux pas omettre cet exemple. Il y a un lien direct entre le temps passé en transport et les accidents, qu'ils soient légers, graves ou mortels. Alors heureusement, on est sur des tendances à la baisse. Donc le nombre d'accidents, notamment sur la route, a fortement baissé. En France, en 1972, on était à plus de 16 500 morts. Et si je prends les chiffres juste avant Covid, 2019, nous sommes tombés, si j'ose dire, à 3200 morts par an sur le territoire français. Alors, certaines études montrent que réduire la vitesse de 10% va baisser de 10% les accidents matériels, de 20% les accidents corporels et de 40% les accidents mortels.
Thomas, on le voit, un risque qui est associé à la vitesse, qui est un risque même pour nos vies et pour notre santé. Il y a également, et c'est un incontournable de libre-échange, un coût environnemental. Quelle est la pression environnementale exercée par nos déplacements, et notamment, je pense, en premier lieu, à la voiture ? Il y a un véritable règne de l'automobile qui nous pose un grand problème en transport. Bon, je vais devoir expliquer une notion qui s'appelle les parts modales. Donc la part modale, c'est le pourcentage de flux, donc le pourcentage de déplacement des voyageurs qui passe par un mode et pas un autre. La part modale du mode routier est au-delà des 80%. Donc 80,8% pour les plus rigoureux d'entre nous, c'est un chiffre de 2019. Le reste, c'est principalement du transport ferré, donc train, RER, métro, qui a plus de 11%. Et puis après, c'est bus, autocar, tramway, à un peu plus de 6%. Bon. Donc la masse, c'est véritablement le transport routier. Et ce qu'il faut signaler, c'est que cette domination a peu bougé depuis 10 ou 20 ans, alors que les interventions publiques ont été nombreuses, notamment pour développer les transports publics, et malgré les effets pervers, les critiques qu'on peut associer au développement de la voiture. Ouais. Et en termes d'impact, qu'est-ce que ça donne en termes d'impact? Je pense évidemment aux gaz à effet de serre. Dans le transport, il y a 94% des émissions de GES qui sont dues au transport routier. D'accord. Et tenez-vous bien, dans ces émissions de transport routier, 51% proviennent des voitures individuelles. Donc on a une marge de manœuvre importante sur ce point. Et là, on ne prend en compte que l'air extérieur, mais vous avez aussi l'air intérieur, notamment l'air intérieur de votre voiture qui va être pollué. On a des chiffres qui nous disent que les taux de pollution intérieure peuvent être 5 fois supérieurs à ceux de la pollution extérieure. Et là, on est dans la liaison vraiment entre la question de la santé, la question de l'environnement, puisque la pollution de l'air, c'est quand même 45 000 décès prématurés en France chaque année. Le transport est le plus grand secteur émetteur de GES en France. On est, avant Covid, en 2019, à 31% du total des émissions de GES émises. Donc ça représente en moyenne 441 millions de tonnes équivalent CO2. Il faut bien se rendre compte que l'agriculture est loin derrière, c'est 19, d'accord. Le secteur résidentiel, donc nous tous dans nos activités, dans nos maisons, nos appartements, c'est 18, exactement comme à 18% aussi l'industrie manufacturière. Et ce qui est encore plus fâcheux, c'est pas simplement la comparaison avec les autres secteurs, c'est la tendance. Si vous prenez les chiffres depuis 1990, le secteur qui est le seul à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre, c'est le transport, alors que tous les autres les diminuent. Donc on est face à un mauvais élève qui fait de pire en pire. Alors il y a un autre indicateur clé qui est dans tous les rapports également, c'est la consommation d'énergie cette fois. Et malheureusement, là aussi, les transports, c'est 30% de la consommation d'énergie finale en France. Je reste toujours sur l'année 2019. Et dans ces transports, plus de 53% proviennent également des voitures individuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses d'un point de vue environnemental? Alors ralentir, c'est une des pistes à envisager. Les études nous disent que le passage de 130 km/h à 120 km/h diminuerait les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de 10%. D'autres études nous montrent que si on passe de 110 à 100 km/h, c'est 5,5% d'émissions et de consommation en moins. En fait, il existerait une courbe en U, donc pour les véhicules thermiques, avec des consommations minimales autour des 70 km/h. Donc plus on se rapproche des 70 km/h, moins on va émettre et moins on va consommer. Et quand on dépasse cette vitesse, on va émettre et consommer de nouveau davantage. Donc politiquement, c'est loin d'être démagogique comme mesure en fait. Oui, mais le problème c'est que c'est absolument pas populaire. Et je vais volontairement prendre l'exemple moins populaire, les radars. Alors, de nombreuses études nous montrent que c'est sans doute la mesure la plus efficace pour la baisse des émissions, mais parmi toutes les politiques publiques. Ouais. Alors, je dois tout de même préciser deux choses par rapport à l'ensemble des chiffres que j'ai donnés. J'ai dit qu'il y avait une plus grande efficacité autour des 70 km/h, d'accord, avec cette fameuse courbe en U. Bon. Ça n'intègre pas déjà les déplacements en ville. Deuxième point, baisser théoriquement les vitesses de 10 km/h ne signifie pas une diminution réelle de 10 km/h sur le terrain. 10 km/h, nous disent les études, se traduit par généralement une diminution entre 3 et 5 km/h sur le terrain, donc des émissions en baisse de 2 à 3% et non de 5 à 6%. Avec l'exemple du radar, vous avez montré que limiter était efficace, mais que c'était aussi impopulaire. Bien sûr, mais à mon avis, il faut aussi mieux expliquer les gains économiques. Quand vous passez de 130 à 110 km/h par exemple, votre consommation va baisser de 17% pour un véhicule thermique et de 24% pour un véhicule électrique.
Mais vous irez plus lentement. Oui, alors c'est certes un peu plus lent, mais dans mon exemple, sur 100 km, vous ne perdez que 8 minutes pour un trafic fluide. On a dressé l'état des lieux, Thomas, d'un point de vue économique, social, écologique. On a vu et esquissé quelques pistes et quelques solutions, notamment avec le ralentissement. Mais concrètement, comment s'y prend-on ? Alors, il y a 4 solutions, il y a 4 points qui reviennent tout le temps comme des alternatives crédibles. La première qui est médiatisée, c'est le covoiturage. Alors c'est toujours une très bonne idée d'augmenter le nombre de passagers, d'augmenter les taux de remplissage, qu'il s'agisse de la mobilité des voyageurs ou du transport de fret d'ailleurs. Mais ça se heurte à un problème de taille. Nous avons pris goût à l'individualisation, à la privatisation de nos déplacements. On a vraiment pris goût à ça. Donc est-ce qu'on va renoncer à ce confort ? Je ne suis pas sûr. Il y a une deuxième solution qui revient souvent, qui est un peu plus récente, c'est le télétravail. Alors je vais rester sur des chiffres sur l'Île-de-France. Vous avez 46% de télétravailleurs en Île-de-France, dont une partie d'entre eux souhaiteraient déménager, et c'est le littoral ouest qui a le plus de succès. Donc certaines études avancent que, tout de même, si ces déplacements et ces déménagements se font, à moins de 2 jours de télétravail par semaine, les déplacements vont augmenter. Ça, c'est pour les déplacements domicile-travail, mais quand vous avez déménagé, vos déplacements pour les loisirs, pour les relations sociales, pour les contraintes, s'accumulent à cette augmentation des déplacements du domicile-travail. Donc, est-ce que c'est une bonne idée à moins ou à 2 jours par semaine ? Je ne suis pas sûr. Je peux évoquer un troisième point sur un futur proche. Alors, il y a énormément d'études qui nous disent que le futur et résoudre les problèmes des transports passera forcément par des véhicules légers, donc innovants et très légers. On serait sur des véhicules entre le vélo et la voiture, moins de 500 kg. D'accord, qui peuvent aller simplement jusqu'à 50 km/h. Mais il y a un problème de taille, c'est le prix. En moyenne, on est à 10 000 €. Donc je pose simplement la question aussi, est-ce égalitaire ou inégalitaire ? Et un dernier point, qui est un peu plus lointain, qui est l'idée d'un rationnement, qui revient aussi souvent dans les débats. Alors chaque Français se verra attribuer une quantité de CO2, en fait, pour ses déplacements, qui va varier évidemment selon votre nombre d'enfants, selon votre lieu de résidence, selon votre état de santé aussi. Et chacun aurait une espèce de carte individuelle, comme une carte de crédit, pour acheter de l'essence, pour acheter vos tickets de train, ou pour acheter des billets d'avion. Alors ça, c'est en apparence sociale, parce qu'on l'a dit, il y a des inégalités sociales dans le transport. 40% des Français n'ont jamais pris l'avion. Et on l'a dit aussi, les plus pauvres vont moins loin et vont moins vite. D'accord. Donc, vous allez certainement favoriser les plus démunis et vous allez aussi contraindre les plus riches. Pourquoi pas ? Ma question porte sur les impacts environnementaux. Il y a simplement, à ma connaissance, un seul test qui a été mené en Finlande. Donc, je ne vous partage pas les conclusions de cette étude, mais j'aimerais que les tests soient plus nombreux. Là, on voit bien la posture et la position et la prudence du chercheur. Mais pour conclure, à chaque fois dans Libre-Échange, je vous invite à sortir de cette position-là pour faire de la prospective et peut-être donner votre avis personnel. Quelles sont les solutions, Thomas ? Moi, je commencerai par cibler certains types de trajets, notamment certains types de trajets domicile-travail. Vous avez 59% des trajets domicile-travail qui se font à moins de 9 km, Olivier. Et 21% de ces trajets, donc plus d'1 sur 5, se fait exclusivement dans sa voiture pour moins de 9 km. Donc là, il y a vraiment un potentiel sur lequel on pourrait agir. Bon. Alors, j'exclus de tout ça, évidemment, ce qu'on appelle les métiers mobiles, comme les taxis, les ambulanciers, etc. Ce n'est pas le propos, c'est le reste qui m'intéresse. Et j'exclus aussi les déplacements, dans mon propos, sur ce qu'on appelle les déplacements pour les trajets vitaux. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'aller accompagner un proche en vélo cargo. Ça n'a pas de sens. Bon. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de jouer sur les infrastructures. Alors, je vais rappeler vraiment une évidence, mais quand vous développez un type d'infrastructure plutôt qu'un autre, vous développez aussi le mode qui va avec, bien entendu. Pour des avantages, par exemple de la vitesse, de l'accessibilité, okay, mais aussi pour des défauts. Je ne vais pas tous les reciter, mais défauts de bruit, défauts sur la santé, défauts sur la congestion, défauts sur l'environnement. Bon. Un troisième point serait aussi, juste derrière les infrastructures, serait de jouer sur l'organisation du territoire. Alors, quand vous laissez construire un maximum de pavillons individuels, loin des villes,
qui occupent plus d'espace, qui vont entraîner plus de pollution de sol, qui vont gêner les cycles de l'eau, par exemple. Vous augmentez aussi les trajets domicile-travail. C'était d'ailleurs assez amusant, c'est que on a beaucoup développé après-guerre et de plus en plus en France les pavillons individuels parce qu'on pensait que la ville était sale. Et on pensait vouloir revenir et faire un espèce de retour à la nature, à la campagne. En réalité, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'est ni en ville, ni en campagne. On n'est ni proche de la nature, ni des centres-villes. On a créé un étalement urbain, un monstre, une périurbanisation. Bon, alors cibler ça, c'est peut-être une possibilité qui aurait, à mon avis, des effets extrêmement importants. Et je tiens à vous dire que quand vous limitez la périurbanisation, quand vous limitez certains types de construction, vous favorisez la densité. C'est aussi une façon de favoriser le développement des transports en commun, par exemple. Alors, ça exige une planification, donc une planification de long terme. Alors, je sais que ce n'est pas ultralibéral. Je sais que c'est pas moderne, que c'est contraignant, que c'est pas sexy du tout, que c'est lent, mais c'est extrêmement efficace. Et en plus, ça vous permet d'éviter de courir après les erreurs du passé. Alors Olivier se pose évidemment le problème de l'acceptation de ces mesures, mais là encore il y a un peu d'espoir, les choses évoluent dans le bon sens. Je vais reprendre l'enquête menée par le Forum Vie Mobile qu'on a déjà cité sur l'année 2015, et on nous dit que 80% des Français ont déjà le sentiment que leur rythme de vie est trop rapide. Et plus de 80% d'entre eux souhaitent en fait ralentir. Donc il faut absolument qu'un changement de mentalité s'opère. Et le problème, c'est que si la vitesse est toujours associée à la performance, à la réussite, on n'avancera pas, si vous me permettez ce jeu de mots. Et je pense, Thomas, que cette aspiration des Français et de la population à un ralentissement sera encore plus prononcée aujourd'hui avec la période post-Covid. Merci pour cet éclairage et je vous invite à poursuivre dans un prochain épisode de Libre-Échange qui sera consacré à la question de la gestion de l'eau. Exactement. Merci Thomas. Merci Olivier. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG, Executive Education.